Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Palais du Peuple abrite depuis ce matin le 5e symposium Mine Guinée. Des géants du monde minier vont se pencher sur l'activité minière en Guinée pendant 3 jours. Les représentants de certains enseignements supérieurs de la capitale ont été reçus par le Premier ministre ce lundi. La rencontre fait suite à de nombreux problèmes qui persistent au sein de ces établissements. Le problème de courant pourrait s'améliorer dans les jours ou les mois à venir. Les travaux de réhabilitation du Tombeau 3 et Tombeau 5 ont débuté cette semaine avec des experts sud-coréens. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Dans un instant, le développement complet du journal. Bienvenue dans ce journal. Le 5e symposium Mine Guinée a ouvert ses portes ce matin au Palais du Peuple. Le thème retenu est Mine, bonne gouvernance et développement durable. Pendant 3 jours, les géants du monde minier vont se pencher sur la problématique de l'activité minière en Guinée. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Alpha Kabiné Koulibaly. Mine, bonne gouvernance et développement durable. C'est le thème du 5e symposium Mine Guinée 2011, organisé par le ministère des Mines et de la Géologie avec l'appui financier des partenaires miniers. Ce rendez-vous du donner et du recevoir, d'échanges et de débats autour de l'activité minière est une occasion pour les géants du monde minier de jeter un regard sur le secteur minier guinéen, évaluer le progrès de l'industrie minière, créer les opportunités d'affaires et de débattre des questions liées aux défis et objectifs pour un développement intégré durable de l'industrie minière à l'économie nationale. Le symposium qui s'inscrit désormais dans l'agenda minier mondial constitue sans nul doute une plateforme d'échange entre professionnels, investisseurs et officiels du secteur sur les nombreuses opportunités qu'offre l'immense potentiel géologique de la Guinée, qui lui vaut d'être qualifié scandale géologique. Pour ma part, je demeure convaincu que le vrai scandale réside dans le retard de la mise en œuvre de ces ressources considérables. Ainsi, malgré un potentiel bauxitique estimé à environ 25 milliards de tonnes de réserves, qui classe la Guinée au premier rang mondial avec 2/3 des réserves mondiales, seules 3 sociétés sont encore en phase d'exploitation avec une production totale de 16 millions de tonnes. Ce symposium devrait permettre de poser les bases d'une réflexion collective et constructive pour une solution durable au paradoxe guinéen, pays potentiellement riche, population économiquement pauvre. Cette 5e édition du symposium minier de Guinée, tout comme celles qui l'ont précédée, constitue une vitrine par laquelle nous assurons la promotion des activités minières en cours, mais aussi la mise en œuvre de nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur minier guinéen. Mon pays est heureux et honoré de pouvoir organiser ce symposium consacré non seulement au secteur minier guinéen, mais aussi à la problématique du développement durable et de la valorisation des ressources minières en Afrique et plus particulièrement en Guinée. Ce symposium, qui se tient heureusement quelques mois seulement de l'élection du président de la République, coïncide à l'entame d'une étape importante de l'évolution sociopolitique du pays, caractérisée par le changement de système politique et des institutions constitutionnelles. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais tout particulièrement remercier les ministres africains en charge du secteur minier ou leurs représentants, ainsi que les représentants des institutions de coopération interafricaines, sous-régionales et internationales, qui, par leur présence, témoignent des enjeux miniers dans la politique des États africains et nous confortent de ce fait dans la démarche visant à les intégrer dans une perspective régionale. Pour le Premier ministre, le secteur minier fera l'objet d'un assainissement conséquent du cadastre minier, la révision du code minier assortie d'une convention type qui est déjà en voie de finalisation. La stratégie du gagnant-gagnant sera de mise dans un esprit d'équité et de coopération mutuelle avantageuse. Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, chers invités, je ne suis pas surpris de l'engouement suscité par cet important événement biennal de rencontre des professionnels de l'industrie minière, car il constitue une tribune d'échange, d'information et d'expérience
susceptibles de satisfaire aux différentes préoccupations. Aujourd'hui, je peux dire sans risque de me tromper que ces préoccupations sont de 3 ordres. Premièrement, interrogations récurrentes et persistantes des populations sur l'amélioration et la redistribution des revenus issus du secteur minier. Deuxièmement, interrogation des investisseurs sur le type de partenariat à développer avec les nouvelles autorités guinéennes dans le cadre de la nouvelle politique minière. Quatrièmement, préoccupation de l'État quant à l'accroissement de ses revenus, la rémunération et l'amélioration de la valeur patrimoniale de ses ressources minérales. C'est pourquoi d'ailleurs ce symposium a inscrit dans son programme plusieurs sessions et de nombreux thèmes qui constituent des axes majeurs d'orientation en la matière. Je suis heureux que vous ayez choisi comme slogan « La Guinée de la démocratie à la prospérité » et comme thème central du symposium « Mines, bonne gouvernance, développement durable ». Pour sa part, et pour favoriser la mise en valeur des immenses ressources minières de notre pays, le gouvernement a défini des lignes directrices de sa nouvelle politique minière que le ministre en charge des mines aura l'occasion d'exposer durant ce symposium. Nous savons tous que l'investisseur a besoin d'un cadre légal et réglementaire stable, d'un climat social apaisé et des conditions paisibles pour conduire les opérations industrielles des investisseurs. C'est pourquoi le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est engagé devant l'opinion nationale et internationale pour faire de la Guinée un État démocratique et d'offrir la prospérité à tout le peuple de Guinée à travers son slogan « Guinea is back ». Cependant, cette prospérité ne pourra s'obtenir sans la mise en valeur de nos ressources minières, agricoles, halieutiques, touristiques, etc. Sans la gestion rationnelle et transparente des revenus issus des activités de valorisation, ainsi que la bonne et juste répartition des richesses nationales. C'est ce qui explique la refonte totale du cadre législatif et réglementaire qui doit permettre non seulement au secteur minier de se situer au cœur du changement vivement souhaité par le peuple de Guinée, mais aussi aux investisseurs d'entreprendre leur activité dans un climat serein et de respect mutuel. Pendant 3 jours, les participants vont débattre de la problématique de la nouvelle politique minière, la révision du code minier et d'autres questions liées à la promotion des activités minières pour que ce secteur puisse jouer son véritable rôle de locomotive de développement économique. C'est justement pour répondre à toutes ces questions que le symposium Mines Guinée 2011 va tenter de centrer ses activités. Au cours du symposium, les participants vont réfléchir en plénière sur la politique minière, cadre légal, réglementaire et fiscalité minière, la bonne gouvernance et la transparence dans l'industrie minière, le financement des activités minières, le développement minier, les infrastructures géologiques minières et pétrolières en Guinée, les mines de Guinée, les mines et développement durable et le développement des infrastructures minières et énergétiques. La Madame le Premier ministre a visité les différents stands des sociétés minières évoluant sur le terrain. Suite à quelques remue-ménages enregistrés au sein de certains enseignements supérieurs de la capitale, le Premier ministre a reçu ce lundi les représentants des étudiants pour exposer leurs problèmes qui se résument entre autres au manque de cours pratiques et d'équipements et la mauvaise négociation des notes. Les détails avec Adi Kamara. Le Premier ministre a conféré ce lundi avec les représentants des étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, de l'Institut supérieur des beaux-arts de Guinée et de l'université de Somfonia, en présence des encadreurs de ce cycle supérieur introduit par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Occasion pour les différents porte-paroles des étudiants d'exposer en long et en large les difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis des années. Premièrement, le manque de stratégie de communication et de visibilité sur l'IJAG. L'Institut a été créé depuis 2003. Au jour d'aujourd'hui, la préfecture de Doubreka, les autorités à Conakry ne connaissent pas réellement ce que nous faisons là-bas.
Et même certains cadres qui interviennent pour l'ISAG, ils appellent tout le temps l'Institut des Beaux-Arts. Or, les Beaux-Arts, c'est un département à l'Institut. Et depuis la création de l'ISAG jusqu'à nos jours, le directeur n'a pas pu mettre en place une troupe théâtrale, un orchestre musical, une vidéothèque, plein de trucs. Les cours pratiques, nous manquons beaucoup d'instruments. Nous lui avons fait part du mécontentement d'un grand nombre d'étudiants qui se trouvent profondément frustrés par rapport aux modalités d'évaluation qui n'étaient vraiment pas, à notre sens, transparentes. À la suite de quoi, nous, étudiants de cette faculté, avons décidé de constituer un collectif que nous avons nommé le collectif des étudiants ajournés de la faculté de médecine. Et donc, comme cela sied, nous avons commencé à prendre contact avec les autorités électorales et décanales par rapport à cette situation pour des éclaircissements, bien sûr. Face à ces déclarations des étudiants, le recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a fait des révélations accablantes relatives à l'attitude, au comportement et à la situation de certains étudiants, surtout ceux de la faculté de médecine qui sont installés frauduleusement dans les salles de classe. Il y a eu une mauvaise gestion caractérisée au niveau de la faculté de médecine. C'est cette mauvaise gestion qui a amené ce que nous vivons aujourd'hui. Et comme je le disais tantôt, nous avons décelé au niveau de la faculté de médecine 11 cas. Au niveau de cette faculté, vous avez, excellent monsieur le Premier ministre, des étudiants frauduleusement installés qui ne sont pas des bacheliers, qui n'ont pas le bac. Parmi ceux-ci, vous avez des étudiants qui sont en 5e année, 4e année, 3e année, qui n'ont eu le bac que l'année dernière, parce qu'ils étaient là, ils ne faisaient que revenir pour constater à passer en classe supérieure, à faire le bac pour avoir le bac et maintenant demander. Toutes ces preuves-là, nous les avons. Deuxièmement, vous avez aujourd'hui ces étudiants qui se sont substitués. Parmi ces jeunes-là, ils se sont aujourd'hui installés à la place d'une défunte. Ces étudiants-là que vous voyez. Une autre fille décédée, un groupe d'étudiants se met en place pour pouvoir vendre la place de cette fille-là à une autre étudiante qui est arrêtée du nom de Cécile. Et 2 autres étudiantes sont là. Ils ont indiqué le nom du groupe que nous avons indiqué à la police pour que ces gens se la passent. Après avoir écouté patiemment et attentivement les deux parties, le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis en exergue la qualité de la formation reçue et l'instauration d'un dialogue franc entre étudiants et encadreurs. Mohamed Seydou Fofana a en outre prodigué d'utiles conseils aux étudiants, conseils liés au respect des principes académiques. C'est grâce au dialogue que tous les problèmes peuvent être exhumés et des solutions doivent rechercher et trouver pour que nous puissions atteindre non seulement ce que nous souhaitons atteindre tous, mais aussi faire ça dans un climat, n'est-ce pas, de paix. C'est que l'avenir de ce pays appartiendra à ceux qui accepteront de se former et d'être de très bons cadres. C'est à vous, mes chers frères, mes chers jeunes et fils, que je dis cela. L'avenir de ce pays sera dans les mains de ceux qui accepteront de se former. Lorsqu'on triche avec sa formation, on triche avec son avenir. Il faut que nous ayons le courage et la franchise de vous le dire. Parce que là où vous êtes maintenant, nous étions là il y a une dizaine, une vingtaine d'années. Et vous êtes nos enfants. Donc il faudrait que vous acceptiez au nom du peuple de Guinée, dont vous êtes les représentants futurs, que ce pays maintenant puisse avoir des cadres de demain qui sont non seulement responsables du pays, mais qui ont le niveau requis pour pouvoir diriger les destinées de ce pays. Or, les problèmes viennent d'être relevés qui ne peuvent pas concourir à la qualification de la formation. Ça aussi, c'est une vérité. Bien sûr, les problèmes ont été exposés ici. Nous veillerons à les examiner. Quand il s'agit d'une mauvaise gestion d'une université, d'un institut, puisque les responsables d'institut ne sont pas là, nous ne pouvons pas faire de jugement sur la base de votre déclaration. Mais puisque le ministre en charge de l'éducation est là, il en prend acte et il verra à établir vraiment la stricte vérité.
Le Premier ministre Fofana a pour terminer invité les étudiants et les encadreurs à privilégier le dialogue et l'entente pour le dénouement heureux de cette situation. 27 morts et 26 cas de blessés, c'est le triste bilan que le village de Galapay à Yomu vient d'enregistrer entre les communautés Toumamania et Guerzé autour d'une affaire de religion et de fétichisme. Mandaté par le président de la République, le professeur Alpha Condé, ce ministre de l'Information s'est rendu sur les lieux accompagné d'une forte délégation pour voir la situation sur place. Le compte-rendu de Maferin Camara. Touché à la jambe, ce bébé de 8 mois a perdu ses 2 parents dans les affrontements. À côté de lui, une autre petite fille grièvement blessée par balle. Non loin de là, Moussa Condé, d'une quarantaine d'années, est brûlé au second degré et dont les 2 épouses et 3 de ses enfants sont portés disparus. À cette liste de malades au nombre de 26, on dénombre 27 morts, dont 11 complètement calcinés, 18 bâtiments incendiés et 3 autres détruits. Hélas, c'est la triste réalité qui se dégage des affrontements qui ont eu lieu dans le district de Galapay, préfecture de Yomu. À l'origine du conflit, une affaire de religion et de fétichisme. Selon les renseignements recueillis, il semblerait que un groupe de jeunes s'est retrouvé pour dire que ces derniers temps, beaucoup de malheurs frappent le village. Et ces malheurs ont une origine de la part de certains qui détiennent des gris-gris ou des sorciers. Alors c'est ça l'origine. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils se sont retrouvés en disant qu'il y a des attrapeurs de gris-gris et de sorciers qui sont de l'autre côté. Nous sommes tout près de la frontière. Ils sont partis, ils ont négocié avec ces attrapeurs de sorciers, entre parenthèses, en complicité avec le président de la CRD, sans que sa tutelle rapprochée, qui est le sous-préfet, ne soit informée. Donc, en complicité avec le président de la CRD et le président du district, ils sont venus avec les féticheurs. Alors, quand ils ont commencé à signer les maisons, à tracer les maisons, à placer des signaux, comme quoi il y a des fétiches, ils sont allés marquer la maison de Dieu pour dire que les fétiches s'y trouvent là-bas. La mosquée, la maison de Dieu. Donc, ça a irrité la frustration des fidèles. Il y a eu altercation entre les 2 groupes et les tueries ont commencé. Nous saluons vraiment l'arrivée de la délégation gouvernementale. Vous savez, le cheval de bataille de Alpha Condé, du professeur Alpha Condé, c'est l'unité nationale. Tout le monde est conscient que l'unité nationale a été beaucoup bouleversée pendant les élections. Pendant que le gouvernement est en train de s'atteler pour recoudre ces fissures, d'autres se permettent pour aller prendre des gens au Libéria. Et l'enquête commence à prouver que parmi ces groupes interpellés, il y a des anciens rebelles. Parce qu'ils ont été pris avec la drogue, le chanvre indien. La gendarmerie peut témoigner. C'est des gens qui étaient de l'autre côté. Bien qu'ils soient d'origine guinéenne, ils étaient installés là-bas. Ils ont épousé des comportements qui ne sont pas dignes même. Parce que le Guinéen, quelles que soient les rivalités entre les communautés, n'est pas arrivé. Vous voyez comment le village est. Certains sont portés disparus. Des enfants, des femmes. Envoyée par le président de la République, la délégation conduite par le ministre de l'Information s'est tout d'abord rendue au chevet des malades à l'hôpital régional de Nzerekouré. Au nombre de 10, ces malades bénéficient d'une prise en charge du gouvernement. Les 27 malades sont là et parmi les 27, il y a eu un enfant qui est décédé de suite d'un traumatisme crânien. Et depuis qu'ils sont arrivés, nous arrivons à les prendre en charge grâce à nos recettes propres à partir desquelles nous avons payé les médicaments. Et ensuite, dès qu'ils sont arrivés, nous avons essayé de contacter nos partenaires. C'est ainsi que le CICR a aussitôt réagi en nous envoyant des antibiotiques, des consommables, des antalgiques. Au nom du président Alpha Condé et de son gouvernement, la délégation a offert des sacs de riz et des moustiquaires aux malades. Avec une forte délégation du gouvernement, au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé,
pour partager avec vous les terribles événements auxquels vous avez été témoins et parfois victimes. Le gouvernement se souviendra de toutes les personnes qui ont été victimes, qui ont perdu leur vie dans ces terribles événements, de manière à ce que la solidarité nationale ne fasse jamais défaut dans Yomo ou Zérékouré. Parce que le président de la République veut désormais qu'on travaille dans la transparence, dans la reconnaissance de la vérité, dans la reconnaissance du fait que nul n'a le droit de se faire justice, que nous sommes venus avec tout l'armada, tout ce que nous avons en termes d'information, en termes d'outils, pour que le monde entier puisse voir que notre peuple est plus uni que jamais. Que c'est notre environnement, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude d'avoir des comportements de sauvagerie dans les pays voisins qui sont en grande partie responsables de ce qui est en train de nous arriver. Les pays voisins ne doivent pas être transposés ici et c'est le moment pour nous de remercier toutes les forces de sécurité, les forces militaires qui se sont déplacées, qui ont mis tout en œuvre pour que la paix revienne. Chacun de nous doit travailler dans ce sens pour que la réconciliation des cœurs passe par la reconnaissance de la justice, à savoir que nul n'a le droit de se faire justice. Après la visite chez les sages des deux communautés, le ministre et sa suite se sont rendus sur les lieux du crime. Constat, le village est complètement désert. Seuls quelques animaux domestiques divaguent. Un temps d'arrêt sous la fosse commune où sont enterrés tous les morts des malheureux événements. Il faut signaler que le ministre de l'Information et la délégation qui l'accompagnait ont eu plusieurs entretiens avec les deux communautés en conflit et ont mis également le séjour à profit pour faire des meetings de sensibilisation. Nous reviendrons plus en détail sur les autres aspects de ce reportage. Les travaux de réhabilitation de Tombo 3 et Tombo 5 ont débuté cette semaine. Ils sont exécutés par des techniciens sud-coréens. Mais avant le démarrage des travaux, ces experts ont été reçus par le ministre d'État chargé de l'énergie et de l'environnement. Nabi Kamara. Le secteur énergétique de notre pays attire de plus en plus les opérateurs économiques étrangers. Cette semaine, c'est l'entreprise sud-coréenne DECO qui s'est annoncée au ministère d'État à l'énergie et à l'environnement. Elle a 40 ans d'expérience dans la fabrication, l'installation et la maintenance des unités industrielles de production d'énergie. C'est dans le cadre de la réhabilitation des moteurs de Tombo 3 et Tombo 5 ainsi que les opérations de maintenance de ces installations que cette entreprise sud-coréenne est en Guinée depuis jeudi dernier. C'est une équipe de 17 techniciens conduite par le directeur général de l'usine DECO, M. Kim. Elle a été introduite chez M. le ministre d'État à l'énergie par le directeur général de MRS Holding Guinée, son partenaire en Guinée. Devant Elhaj Papakoli Kourouma, il a indiqué que cette mission des techniciens sud-coréens restera à Conakry pendant 8 mois pour remettre ses moteurs de Tombo en bon état. La première phase de réparation de Tombo 3 et Tombo 5 durera 55 jours, a-t-il conclu. Cela dit, au niveau de la Société des eaux de Guinée, l'heure est au renforcement des capacités de production et de distribution de l'eau potable aux populations. C'est dans ce cadre que l'ancien directeur général de cette société de 1992 à 1997 est à Conakry depuis bientôt une semaine. Le Français Iggy Mounré, qui se dit séduit par le sérieux qui caractérise ses anciens collaborateurs, vient leur renouveler sa confiance et son désir de les appuyer pour donner de l'eau potable aux Guinéens dont il garde de bons souvenirs. Les progrès qui ont été réalisés par la société depuis notre départ sont très importants. Je pense que cette société est bien structurée, bien managée, elle est en ordre de marche et tout est réuni pour qu'elle puisse réussir. Il lui manque le nerf de la guerre, c'est-à-dire un peu d'argent pour pouvoir avancer, même beaucoup certainement, mais c'est la condition sine qua non pour pouvoir avoir une distribution de qualité sur Conakry. Nous nous félicitons très sincèrement qu'ils soient venus parce que sur le plan de la production par exemple, nous avons envisagé des hypothèses que nous allons peut-être simuler et dans les plus brefs délais voir ce que ça va porter comme résultat dans le cadre de la desserte à nous. J'ai profité aussi pour plaider auprès d'eux pour une mobilisation très rapide des investissements et des fonds dans le secteur pour pouvoir définitivement sortir la Guinée de la crise dans laquelle elle est plongée depuis un certain nombre d'années. L'espoir est donc permis quant au succès du secteur énergétique en Guinée pourvu que la patience habite les Guinéens.
Lancement samedi dernier des travaux de bitumage de la voirie urbaine de la préfecture de Forêt-Caria, exécutés par l'entreprise BGEC, travaux pour 12 km de la ville. La cérémonie de lancement a enregistré la présence des autorités préfectorales et des représentants du gouvernement. Fatoumata Samora. Cette machine Caterpillar, conduite pour la circonstance par le Premier ministre chef du gouvernement, marque le coup d'envoi des travaux de bitumage de la préfecture de Forêt-Caria. En 18 mois, 12 km de route seront tracés et revêtus en béton bitumineux. C'est pour améliorer d'abord la circulation et désenclaver complètement le réseau routier de Forêt-Caria. En même temps, faire un bitumage fiable. C'est un chantier à plusieurs volets qui s'ouvre ainsi dans le Moria. Il comprend, outre l'assainissement des artères, la construction de dallos, l'aménagement de caniveaux et autres remblais. Ces ouvrages routiers faciliteront sans nul doute l'évacuation des eaux de ruissellement. Des travaux que l'entreprise BGEC entend exécuter dans le délai contractuel et selon les normes requises en matière de BTP. De quoi rassurer l'autorité de tutelle. C'est un sentiment de réconfort et d'un objectif qui commence à se réaliser dans le cadre du plan d'action du gouvernement du professeur Alpha Condé. Nous avons retenu de faire bitumer des voiries d'un certain nombre de villes, dont Koya et aujourd'hui Forêt-Caria. Nous avons profité de l'inauguration du pont sur Kissi et de lancer officiellement les travaux de bitumage de la voirie de Forêt-Caria. Naturellement qu'il y en aura d'autres. Sur le terrain, l'ouverture de la chaussée est en cours. L'abattage des arbres et la démolition des maisons ont commencé par endroits. Nous avons promis à la population que nous allons créer beaucoup d'infrastructures. Nous allons faire des écoles, des centres de santé, en plus de ce que nous faisons déjà sur l'agriculture. Alors il est heureux de constater que ce que nous disons, nous le faisons. Et c'est sûr et certain que dans les jours à venir, Monsieur le ministre procédera au lancement d'autres projets d'infrastructures. Nous souhaitons qu'à la fin du quinquennat du président de la République, beaucoup de villes, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, retrouvent le même cadre de vie agréable, des routes bien bitumées. Les 12 km de route en cours de réalisation et le pont Kissi nouvellement inauguré vont à coup sûr améliorer le cadre de vie des Morianais et faciliter la fluidité du transport transfrontalier. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune est allé faire un tour à l'intérieur du pays, précisément en Basse-Côte et au Fouta Sanoussi Bantamasso. On voulait voir la réalité sur place des infrastructures concernant la jeunesse. Il en a profité pour offrir du matériel pour l'équipement des centres d'écoute, de conseil et d'orientation des jeunes. Sénilama. Les jeunes constituent l'avenir de la nation. Une jeunesse consciente et responsable, c'est l'une des garanties du développement dans un pays. Voilà pourquoi le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a jugé de l'utilité de ce périple à travers la Basse-Côte et le Fouta pour aller à la rencontre des jeunes de ces différentes localités, précisément de Boké, de Télémélé et de Tougué. Partout, Sanoussi Bantamasso a offert du matériel au centre d'écoute, de conseil et d'orientation des jeunes, SECOJ, des associations de jeunes qui œuvrent dans la sensibilisation des jeunes pour un comportement sain et responsable en matière de sexualité. Sur le terrain, nous sensibilisons d'abord nos pères, nos amis, de se méfier, de ne pas fumer, de ne pas boire, d'utiliser le préservatif et nos parents de ne pas faire l'excision. D'habitude, il y avait trop de grossesses non désirées et le taux de pourcentage s'est réduit. Ces dons sont obtenus grâce au partenariat du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, dans le cadre du projet Santé de la reproduction. Après plus de 2 heures de route tortueuse pour une distance de 135 km, voilà Télémélé, l'une des préfectures les plus enclavées de la Guinée. Ici, un ministre de la Jeunesse n'est venu depuis 1987. Les structures socio-éducatives sont presque inexistantes. La ville vidée de ses bras valides à cause de l'exode rural massif. Même situation à Tougué, où l'accès n'est pas du tout facile. Rien pour maintenir les jeunes sur place. Ici, on ne se souvient même pas à quand remonte la dernière visite d'un ministre en charge de la jeunesse.
Cela dénote à quel point la jeunesse a été délaissée ces 2 dernières décennies. Sanoussi Bantamasso entend rectifier le tir. Il a exhorté les jeunes à une prise de conscience et à des comportements responsables, condition de leur implication dans la gestion du pays. Parallèlement, le ministre de la Jeunesse a rencontré les sages des différentes préfectures traversées. Il a porté le message de paix et d'unité nationale, un message qui a plus que réjoui. Dieu sait que le président est bon et ce sont des bonnes personnes qui nous a envoyés ici. Nous nous remettons aux autorités ainsi que nos enfants et nous leur assurons notre soutien à les accompagner. Au terme de sa tournée, Sanoussi Bantamasso qualifie sa visite de réussite car elle lui a permis de toucher du doigt les réalités du pays profond et aussi d'échanger avec la jeunesse à la base. La participation politique des femmes et des jeunes était au cœur d'un atelier de formation au Centre national de perfectionnement de gestion de Donka. Objectif, affirmer cette couche, c'est-à-dire les femmes et les enfants, dans les instances de prise de décision. Le reportage de Koumara Moussa, rendu en studio par Moussa Bangoura. Accroître la participation politique des femmes et des jeunes en renforçant leurs capacités sur des modules de potentiel et de plaidoyer, c'est du moins le souci qui anime la Coalition nationale de Guinée, droit et citoyenneté des femmes, une organisation qui se bat pour le droit et l'émancipation de la femme en Guinée. Comment faire de sorte que les femmes et les jeunes soient conscientisés, soient outillés de compétences, de connaissances leur permettant de mieux s'impliquer dans la gestion des affaires de nos communautés, de notre pays. Ainsi dit, comment vraiment se préparer pour accéder à des postes de prise de décision au niveau de notre pays, pour pouvoir vraiment arriver à faire des plaidoyers auprès des décideurs, auprès des leaders, pour que les femmes et les jeunes puissent accroître leur participation. La lutte pour les droits des femmes, nous insistons là-dessus, puisque la Guinée aujourd'hui compte les 53% de la population. Et nous demandons à toutes les femmes de s'impliquer activement pour au moins qu'on aille de l'avant, atteindre notre objectif. L'occasion est mise à profit par le représentant du ministre d'État aux Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance de souligner. La présente session de formation est une préoccupation de mon département qui a la lourde responsabilité et la charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le cadre de la protection et de la promotion des femmes. Cette formation de 3 jours a mobilisé 25 participants venus des départements ministériels, des organisations de la société civile, des universités et du Conseil national de la transition. Elle devrait permettre de s'affirmer davantage dans les instances de prise de décision du pays. La RTG a 34 ans cette année. À l'occasion de cette fête anniversaire, plusieurs activités sont prévues par la section syndicale. Entre autres, une journée porte ouverte sur la RTG, des cérémonies de lecture du Saint-Coran à Boulbinet et à Koloma et des visites aux malades, aux travailleurs malades cette année. Le tout sera couronné par une cérémonie de réjouissance populaire. Écoutez le secrétaire général de la section syndicale au micro de Nous Diallo. Le 14 mai 1977, c'est la date de création de la télévision nationale. Et c'est pratiquement la seule date repère que nous avons sous la main aujourd'hui au compte de la RTG. Et la section syndicale a réfléchi, on a trouvé nécessaire qu'il faut étendre cette fête, au lieu que ce soit la fête de la télévision nationale, que ce soit la fête de la radio-télévision guinéenne. Parce que la radio-télévision guinéenne est un tout. Est un tout. Et vous avez des journalistes qui travaillent à la radio, qui travaillent à la télévision, des techniciens idem. Donc, pratiquement, c'est un ensemble qu'il ne faut vraiment pas dissocier. Cela dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous demandons à tous ceux qui sont guinéens, nous demandons à tous les ministres, nous demandons à tous les ambassadeurs, nous demandons à toutes les institutions internationales et nationales de se sentir concernés, de ne pas attendre l'appel, de se joindre à la RTG pour que cette fête soit vraiment une fête nationale.
Dernier élément de cette édition, ils ont été plus de 1000 fidèles chrétiens catholiques cette année à marcher pour effectuer le traditionnel pèlerinage de Bofa autour du thème évangélisation et promotion humaine, des moments de ferveur et de communion de foi pour suivre la voie du Christ. Saint-Martin Fancinadounou. C'est devenu une coutume pour les chrétiens catholiques de Guinée de marcher pour rallier Bofa. Une initiative dont les origines remontent à l'époque de l'archevêque émérite de Conakry, Monseigneur Robert Sarah, en 1988. Mais l'année 2011 aura été une année de succès et de mobilisation. Ils sont des milliers de marcheurs à se mettre en chemin pour rencontrer Jésus-Christ. Sur plus de 100 km, ils marcheront la croix et le chapelet à la main pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce pèlerinage, on pourrait dire, revêt deux sens. D'abord un sens expiatoire, parce qu'on fait pèlerinage pour exprimer une sorte de pénitence au Seigneur, pénitence pour tous les péchés commis par chacun de nous, mais aussi tous ces péchés communautaires que toute la nation peut porter, parce que ce pèlerinage aussi, l'Église le fait au nom du peuple de Guinée. Et l'autre sens, pourrait-on dire aussi, c'est que nous nous rendons à Bofa. Et pour la petite histoire, nous savons que Bofa est le point de chute, du moins le premier centre où les missionnaires ont vécu. C'est donc une preuve de foi qui donne occasion à ces marcheurs d'implorer la grâce de Dieu pour ses bienfaits et lui poser aussi leurs problèmes. Beaucoup sont inquiets, mais ils gardent espoir que le Seigneur leur répondra. J'ai une grande foi et je veux vraiment la faire ressortir dans la marche pour que mes vœux soient exaucés par le Seigneur. Une façon de me purifier, une façon de m'approcher vers Dieu. C'est un pèlerinage qui se situe en plein temps pascal, 8 jours après le dimanche de la miséricorde, mais aussi 8 jours après la béatification du pape Jean-Paul II. 3 événements qui viennent éclairer les efforts des marcheurs dans leur foi autour du thème évangélisation et promotion humaine. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À vous tous qui nous avez accordé votre attention. Nous vous disons merci pour votre bien aimable et obligeante attention. Et nous vous prions d'être des nôtres encore demain à 19h et à 20h30 pour d'autres informations. Bonne suite de programmes télévisés et bonsoir chez vous.